C'est toujours plus facile de conclure un colloque que de l'ouvrir parce qu'on est soulagé, les choses se sont bien passées, les intervenants, tous autant qu'ils sont, ont pu nous faire réfléchir et mener des réflexions prospectives, en tout cas nous l'espérons. Moi, je suis un petit peu mitigée quand même au moment de fermer cette journée parce que, évidemment, on aimerait bien que les choses soient simples et que, partant du constat qu'on a fait, qui est un état des lieux qui était vraiment sans concession et qui montre ce que j'ai ressenti, moi, c'est une véritable souffrance au travail. C'est-à-dire que les kinésithérapeutes présents de la PHP, notamment, l'ont dit, on l'a entendu aussi dans la salle, on l'a entendu également quand François-Régis Saran a parlé du déficit criant de l'hôpital et que les conséquences de ce déficit et des contraintes budgétaires pesaient essentiellement sur les ressources humaines. Et ça, nous le savons. Et c'est vrai que... Alors, on a essayé, et on est optimiste, de dire qu'il y a des pistes intéressantes et qu'il y a des facteurs d'attractivité, mais on ne peut pas se voiler la face quand même, parce que ce que j'ai entendu comme proposition, pas lors de la dernière table ronde, mais de ce qui se faisait sur le terrain et de ce qu'on nous proposait avec l'exercice mixte, avec tous ces sujets-là, ne me semble pas forcément répondre aux enjeux qui sont graves, et on l'a vu. Moi, j'ai envie d'être beaucoup plus incisive dans mes demandes. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie d'être irréaliste. C'est-à-dire que, évidemment, la demande de la profession, c'est de dire on a 5 années d'études supérieures après le baccalauréat. Il n'y a pas de raison de ne pas être rémunéré sur des grilles Bac+5. Ça paraît évident, mais après, j'entends ce qu'on me dit sur les cadres de santé, sur les déséquilibres, sur les autres professions. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est toujours les victimes, et sans victimiser, mais de contraintes extérieures qui font qu'on a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire évoluer la situation. Et de replâtrage en replâtrage, on espère que les kinésithérapeutes, bien gentils, pour finalement faire tourner des hôpitaux et dans l'intérêt des patients, acceptent toujours plus de contraintes. Et je le sens comme ça. J'ai entendu à un moment dans la salle aussi une professionnelle qui disait que ce qu'elle avait vu de faire venir des libéraux à l'hôpital, ça ne lui convenait pas et que ce n'était pas souhaitable. Ce que j'entends bien. Mais ce que j'entends aussi, quand on me dit mettre des STAPS à notre place, mettre des ostéos à notre place, ça ne va pas. Je l'entends aussi. Mais en fait, on est là face à une demande parce qu'on a des besoins pour les patients. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est ce qu'a dit le docteur Ping qui nous ouvre quand même des pistes de réflexion passionnantes. Quand on voit des études très concrètes, on l'a dit, on l'a répété, sur la file d'attente aux urgences et dans tous les services, parce qu'on n'arrive pas, faute de kinésithérapeutes, à faire sortir les patients plus tôt, et l'allocation des matelas anti-escar, c'est très parlant. Ce sont des exemples concrets extrêmement parlants. Et je me dis qu'on n'a peut-être pas pris, on n'a pas pris les choses du bon côté, parce qu'on a parlé, quand on va voir les tutelles, de tout un tas de choses, mais la seule chose que l'on pourrait faire entendre, peut-être, c'est on coûte beaucoup plus d'argent, faute de kinésithérapeutes, il y a des coûts qui explosent, et il faudrait démontrer justement quelles sont les économies faites, puisqu'on parle de rentabilité, malheureusement, mais il faut bien en tenir compte. Quelles sont les économies faites quand il y a des kinésithérapeutes, ou quelles sont les pertes énormes financière quand il n'y a pas de kinésithérapeute. Parce qu'on a l'impression que la dégradation de l'état des patients, que la mortalité supérieure, qui a été démontrée aussi, est beaucoup moins parlante et que le coût et les économies générées. Donc, on a parlé de facteurs socio-économiques, on a parlé de rôle social, et c'est très important aussi. Mais je crois que démontrer l'apport inestimable de la kinésithérapie dans les hôpitaux par le volet socio-économique, il va peut-être falloir aussi orienter un peu plus nos questionnements et nos revendications, si je peux employer ce mot. Les études. À un moment ou à un autre, il va falloir aussi recommencer à porter une parole forte. C'est-à-dire qu'on nous a dit: ne parlez pas du coût de la formation initiale, parce que sinon on n'avancera pas.
Faisons l'universitarisation, et nous en sommes très satisfaits d'ailleurs. Nous savons que le CNU va arriver, et là je salue la présence de Pierre Portero, qui est un de nos seuls professeurs d'université, kinésithérapeute, qui reste et qui attend la création de ce CNU, et qu'on espère construire avec lui d'ailleurs, et avec le conseil scientifique. Donc, bien sûr qu'il fallait avancer avec ce CNU, avec cette universitarisation, parce que si nous avions dit non, eh bien, c'était encore bloqué pour bien longtemps. Mais la condition préalable, c'était de nous dire, ne parlez pas du coût de la formation, parce qu'on ne va pas y arriver. Ne parlez pas des bi-appartenants, parce que les médecins ne veulent pas et on ne va pas y arriver. Ne parlez pas d'eux, ne parlez pas d'eux. Donc, bien docilement, on n'a pas parlé de tout ça parce qu'on voulait que les choses avancent. Mais depuis des années, il y a bien des sujets qu'on accepte de ne pas aborder pour pouvoir essayer de grappiller des petites choses de part et d'autre. Donc on a été des bons soldats, on a fait ça, et je m'en félicite parce que je pense que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse et qu'on accompagne cette politique volontariste du gouvernement. Et il faut souligner quand même que ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent et que certains ici présents m'avaient dit « mais je ne pensais pas le voir dans ma carrière, cette arrivée de l'universitarisation de la kinésithérapie ». Donc bien sûr, je ne peux que m'en réjouir avec tout le monde. Mais ne plus parler du coût de la formation au stade de l'universitarisation, c'est une chose. Mais de ne pas remettre ça dans les discussions, ça devient un véritable problème parce que, Jean-François Dumas l'a dit tout à l'heure, mais moi j'ai du mal à comprendre comment une profession de santé qui est sélectionnée à l'université et majoritairement par PACES, n'est pas au même régime que les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, puisque nous demandions à être une 5e filière, ça a été la volonté de la profession pendant longtemps. Pourquoi n'avons-nous pas tous le même coût de formation à l'université? Pour moi, c'est inconcevable. Je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être démagogique de dire 184 €, ça ne permet pas de former tout le monde. Peut-être qu'il faudrait être à 200, 220 €, je ne sais pas, pour que tout le monde puisse bénéficier de ce coût-là en licence et puis après en master plus loin. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on soit très exigeant à ce niveau-là, puisque si on considère qu'on a besoin des kinésithérapeutes dans les services et que c'est une profession de santé au même titre que les autres, qui a la même importance que les autres, il n'y a pas de raison qu'elle soit traitée différemment. Nous avons parlé du livre blanc qui avait été initié par François-Régis Saran et qu'on a vu, et d'ailleurs dans les vidéos, qui intervient très souvent avec nous. Ce livre blanc, avec les échanges qu'on a eus, avec les transformations, peut-être qu'il faudra réorienter certains points, je ne sais pas, à discuter. Mais moi, j'appelle de mes voeux qu'on réanime un petit peu plus notre groupe de réflexion qui comporte toutes les instances professionnelles et qui nous permettent de nous retrouver ensemble et puis de dégager des pistes d'évolution de la profession, parce que c'est comme ça que nous avons réussi à progresser pour la formation initiale. Les difficultés donc générales de l'hôpital, quand j'entends ce qui nous a été dressé et qu'on nous a dit, mais quand on commence fonctionnaire, ça peut être 40 ans, et quand on entend les difficultés soulevées, on s'est dit, mais on ne peut pas tenir 40 ans dans des conditions de travail pareilles, et on ne peut pas tenir 40 ans avec ce manque de moyens. Quand on me dit, j'ai 1 000 € pour toute mon équipe pour la former à l'année, quand j'entends la façon désespérée dont se battent nos confrères salariés pour réussir à travailler, malgré le soutien des médecins, je me dis qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose quand même. Et c'est vrai que les rafistolages, encore une fois, et les bricolages, encore une fois, en recrutant à un niveau échelon 6, 8, je ne sais pas, mais sous contrat, ce ne sont que des systèmes palliatifs, mais qui ne peuvent pas résoudre un problème de fond et qui sont source d'inéquité sur tout le territoire, au sein d'un même service, mais sur tout le territoire. Donc je pense que ça a le mérite d'exister. On a eu le mérite, je pense, de faire prendre conscience, et je remercie encore les cadres de la PHP qui ont permis de porter une parole forte, parce que nous avions déjà commencé à travailler sur le sujet, mais vous avez aussi pu apporter le soutien de nombreuses collégiales, les pneumos, on les a vus ici, les MPR, les anesthésistes réanimateurs, les rhumatologues, qui ont écrit au ministère. Malheureusement, le ministère n'a pas répondu. Nous avions aujourd'hui dans la salle 3 représentants de la DGOS, mais qui n'étaient pas là en tant que représentants mandatés par la ministre,
mais qui sont venus parce qu'ils participent à nos travaux régulièrement et que je pense aussi qu'ils avaient envie de savoir ce qu'on était en train de dire et de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, je n'en ai pas de doute là-dessus. Les pratiques avancées, je reprends ce qui a été dit sur la dernière table ronde, bien sûr que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une voie d'évolution pour la profession, pas pour toute la profession, mais autant nous avons été tous très motivés à une époque où nous nous disions pas de pratiques avancées tant qu'on n'était pas arrivé au master pour tout le monde, et ensuite construisons les briques les unes après les autres, imaginons les pratiques avancées, et c'est quelque chose sur lesquels on a déjà réfléchi au niveau du Conseil national, mais je sais aussi que de nombreux syndicats travaillent là-dessus. À un moment, il va falloir qu'on se regroupe, puisque lors du dernier comité de suivi de l'universitarisation, Stéphane Le Boulaert a dit que c'était le prochain travail. Après les infirmières, c'était les kinésithérapeutes et les autres professionnels. Donc nous sommes conscients que c'est là-dessus que nous allons travailler, mais je ne vois pas de lien avec l'attractivité de l'hôpital. Et je pense que l'attractivité de l'hôpital, si nous acceptons les rafistolages, c'est bien parce que nous sommes conscients que les patients ont besoin de kinésithérapeutes. Et donc, nous allons devoir retravailler encore une fois sur des propositions que nous avons faites et pour lesquelles nous n'avons pas eu encore de réponse, et notamment les aides kinésithérapeutes. J'ai entendu des réticences dans la salle en disant que ce n'était pas la solution, mais ça n'est pas une solution que nous proposons. C'est en fait rendre légale une situation qui existe de fait, qui est illégale, qui s'est répandue partout depuis des années, pour lesquelles nous voyons des contrats passés avec des aides-soignants ou même d'autres professionnels dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui ont des contrats à l'hôpital public d'aides kinésithérapeutes qui sont parfois transmis à l'ordre. Donc, la proposition de la profession, ce n'est pas une création ex nihilo, mais c'est rendre légal quelque chose qui nous échappe, parce que pour nous, cette idée-là, ça n'est pas remplacer un kinésithérapeute par un aide-kinésithérapeute, c'est avoir des kinésithérapeutes formés, payés à Bac+5, et dont on valorise la notion d'encadrement, parce que, selon nous, ces aides-kinésithérapeutes ne peuvent être que sous le contrôle et la direction des kinésithérapeutes, qui seront dans les services et qui auront toujours leur rôle à jouer. Je n'ai pas la totalité du livre blanc en tête, donc je réitère ma proposition. Est-ce que nous avons parlé des pratiques avancées? Je ne pense pas. Est-ce que nous avons parlé de la revalorisation du tutorat? Il y a beaucoup de choses que nous allons peut-être devoir actualiser. Et je pense que dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, qui peut générer de grands espoirs, on l'a dit ici, il va y avoir une loi de santé en 2019. Et je pense que ça va être une opportunité pour la profession de faire valoir, par voie d'amendement peut-être, par voie d'amendement parlementaire peut-être, on a ici une députée qui est très sensible à la question de la kinésithérapie, et peut-être qu'Anaïg, si on peut, tu pourras dire quelques mots justement sur ta vision prospective. Mais je pense que dans le cadre de la stratégie de transformation de notre système de santé et de cette loi que le président de la République a annoncée, pour 2019, nous devons nous préparer d'ores et déjà à rédiger des propositions qui iront dans le sens d'une amélioration du service rendu aux patients et des économies que nous pourrons générer pour le système de santé, sans oublier le bien-être au travail de nos confrères salariés. Je pense que je vous ouvre des pistes de réflexion et de travail ensemble, et je me réjouis de continuer à travailler avec toutes les instances de la profession qui m'ont fait le plaisir, sauf une, malheureusement, d'être réunis ici et de venir travailler en bonne intelligence avec l'ordre, et je vous remercie. Alors peut-être, de façon un peu inhabituelle, on va laisser dire quelques mots, si Christophe est d'accord, à Anaïg Lemeur. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole d'ici, si tu veux venir à côté de moi, comme tu veux. Soyons simples, on est entre amis. Non, je n'ai rien préparé, mais on va y arriver. Bien sûr. Bonjour à toutes et tous, chers confrères et consoeurs. Ça fait toujours plaisir d'être ici, en fait, à la maison. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment un sentiment partagé, en fait. Ça me réconforte un peu, en fait, de revenir, en fait, avec des gens qui parlent comme moi.
Je suis contente. J'ai vu que la fin en fait de discours, donc du coup, je ne peux pas revenir sur l'ensemble. Il y a des mots que j'ai entendus. C'est vrai que quand on discute avec les ARS, on parle beaucoup d'activités mixtes actuellement, mais pas forcément des kinés. C'est-à-dire, on dit que peut-être les médecins de l'hôpital, il faut qu'ils sortent un petit peu des hôpitaux, qu'ils aillent aussi vers les endroits où il y a des déserts médicaux. Donc c'est vrai qu'il y a ces passerelles, ces passages. C'est peut-être ne plus raisonner en silo, l'hôpital d'un côté, le libéral de l'autre, et créer des liens, que les gens se connaissent. Parce que, effectivement, si des passerelles, on les crée, on peut descendre d'un côté, mais on peut remonter de l'autre. Et inversement, à savoir où est la montée, où est la descente, c'est à vous de le déterminer. Mais je pense que ces passerelles, il va falloir les créer réellement. Il n'y a plus d'opposition, en fait, entre le libéral et, effectivement, le salariat. L'un peut servir à l'autre et réciproquement. Ce n'est pas un qu'on dépossède pour nourrir l'autre. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette notion de va-et-vient. Moi, j'ai été un temps salarié, j'ai été libéral. Je pourrais demain retourner comme salarié. Il n'y a aucun souci à ça. Et je pense qu'on n'est plus sur une vision de la profession où on va rester toute sa vie dans le même statut. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, on peut changer, mais c'est à nous de proposer aussi des attractivités. Et c'est ça, c'est le problème de l'hôpital, c'est qu'est-ce qui rend attractif l'hôpital actuellement? Moi, quand je suis commencé ma carrière, je suis allée à l'hôpital spontanément parce que j'avais besoin en fait d'acquérir des savoirs, de faire de la recherche, d'être accompagnée d'équipes pour devenir ce que je suis devenue, une experte dans un domaine. Mais après, j'en faisais quoi? J'en faisais pas grand-chose. C'était pas forcément valorisé. On avait des écrits, mais qui étaient publiés, mais qui n'étaient pas diffusés et qui n'amenaient pas un niveau de connaissance reconnu internationalement. Maintenant, la profession, je m'en réjouis, va vers là, avec cet accompagnement universitaire qui nous permet de mettre en place une réelle démarche scientifique et qui nous permet d'aller vraiment plus loin et de valoriser, de monter en gamme. Mais cette montée en gamme n'est pas encore réellement reconnue. Il faut en être certain. Je travaille actuellement beaucoup sur les pratiques avancées, donc j'ai eu l'occasion d'en parler notamment au niveau des ministères, lors de mes auditions de ce matin notamment, donc comme quoi, ministère du Travail notamment, et je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir quand même être fort, parce qu'actuellement au niveau des infirmiers, les modalités de sortie, elles sont quand même modestes, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose derrière, on a des renouvellements d'ordonnances, mais on n'a pas réellement une réelle liberté à la hauteur de nos diplômes. Donc il va falloir réellement assurer, dire que maintenant nous sommes une profession réellement, nous ne sommes pas dépendants, nous avons pu nous structurer, nous avons un niveau de connaissance suffisant, nous savons faire d'une démarche scientifique, nous savons amener des savoirs. Et je pense qu'il va falloir vraiment le vivre comme ça, le dire comme ça. Donc moi je le martèle, parce que les pratiques avancées c'est très bien, mais si elles ne nous servent à rien juste pour dire je suis devenu expert, oui mais expert de quoi ? Je veux dire, donc j'ai fait une proposition notamment dans une notion de cohésion de territoire. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la notion de cohésion de territoire pour les déserts, mais aussi pour avoir une coordination effectivement entre le salariat, le libéral, etc. Et pourquoi pas créer, au-delà, effectivement, on a à l'hôpital peut-être cette nécessité de créer des professions d'aide, mais aussi créer des propositions de kinés majors, un petit peu des coordinateurs de territoire. C'est-à-dire que nos savoirs, on crée des gens, parce que quand vous êtes libéral, il y a une grande souffrance aussi, moi je l'ai été, où il n'y a pas de reconnaissance aussi de nos savoirs. À l'hôpital, à la rigueur, on a des possibilités de passer des concours, de monter, etc., d'avoir une hiérarchie. Mais quand on est en libéral, on est aussi sur une forme assez linéaire d'exercice. Donc moi, je trouve que du coup, peut-être de faire émerger des gens qui soient de l'hôpital ou qui soient du libéral, peu importe, je ne suis pas du tout à choisir l'un ou l'autre, vers une forme de coordination de soins et faire qu'il y ait des kinés qui sont coordinateurs de soins. Mais donc, du coup, cette pratique avancée peut amener à cela. Donc, il y a encore beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à faire pour valoriser partout ce qui a été fait depuis des années. Je veux dire, depuis des années, on travaille dans ce sens ensemble. J'ai été longtemps au Conseil de l'Ordre. J'ai fait effectivement des parcours universitaires aussi pour amener ce raisonnement à émerger. Mais il faut aller encore plus fortement, encore plus loin. On est, je vous rassure, souvent interpellés maintenant. Au début, on a eu du mal à être identifiés au sein de l'Assemblée nationale. Les gens ne venaient pas forcément nous voir. Là, dernièrement, j'ai eu un SMS. Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour la profession de kiné? Alors, j'y suis allée. Je suis allée franchement, je veux dire, accès direct. J'ai tout demandé. J'ai fait la liste de Noël. Maintenant, la liste de Noël, elle est déposée, un petit peu tôt peut-être. Mais effectivement, on a quand même un plan santé qui va arriver. On a vraiment des réelles difficultés sur nos territoires et dans nos hôpitaux. Il y a réellement une détresse dans tous sens, parce que
il y a vraiment besoin de reconstruire en fait la santé de demain, mais avec les acteurs de terrain. Voilà, donc je vous remercie tous d'être là parce que je sais tout ce que vous faites. C'est pas toujours facile de s'engager et je vous remercie réellement de votre engagement à tous. Et bonne soirée. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Merci.